Bienvenue à notre discussion. Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable monument de la philosophie moderne, le dualisme de René Descartes. Cette idée, formulée au XVIIe siècle, que notre esprit et notre corps sont deux choses radicalement différentes. Lui dissident. Oui, et c'est une idée qui a vraiment façonné toute notre manière de penser l'être humain. La question qui se pose encore aujourd'hui, c'est de savoir si cette distinction est une avancée de génie ou au contraire une impasse intellectuelle. Exactement. Est-ce que cette séparation, c'est le fondement nécessaire de la conscience et de la modernité, ou est-ce que c'est une erreur, ce fameux fantôme dans la machine qui nous hante depuis, 4 siècles? Pour ma part, je défendrai que ce dualisme est la pierre angulaire de la pensée moderne, en établissant la primauté de la conscience. Lui dissident. Et de mon côté, je soutiendrai que c'est une théorie brillante, certes, mais qui crée plus de problèmes qu'elle n'en résout, une théorie que la science et même la philosophie ont depuis largement dépassée. Bon, pour bien comprendre, je crois qu'il faut revenir au point de départ de Descartes. Son ambition, elle est immense. Il veut trouver une certitude absolue, un socle sur lequel reconstruire toute la connaissance. Et pour ça, il invente une méthode radicale. Le doute. Il décide de tout mettre en question. Vraiment, absolument tout. Le dissidentien. C'est une démarche d'une audace folle pour l'époque. Il ne s'agit pas juste de douter de quelques opinions, mais de la structure même de la réalité, en fait. Précisément, il doute de ses sens, qui nous trompent parfois. Il se demande s'il n'est pas en train de rêver. Il va même jusqu'à imaginer un malin génie, une sorte de démon tout-puissant qui passerait son temps à le tromper sur tout. Et au fond de ce gouffre de doute, il trouve une seule certitude, un roc indestructible. Même si je suis trompé, même si je rêve, pour être trompé, il faut bien que je sois quelque chose. Je pense, donc je suis. Cogito ergo sum. L'acte même de douter prouve mon existence en tant que chose qui pense. Et c'est là que tout bascule. Je peux douter de mon corps, mais je ne peux pas douter de ma pensée. Ils n'ont donc pas la même nature. L'esprit est une substance pensante, la res cogitans, et le corps, lui, une substance matérielle, la res extensa. Le dissident. Alors oui, c'est une construction intellectuelle, magnifique, je le reconnais bien volontiers. Partir du doute pour fonder la certitude, c'est un coup de génie. Mais cette belle construction s'écroule sur une question très simple, presque enfantine. Si l'esprit et le corps sont deux mondes séparés, comment est-ce qu'ils communiquent? Comment ma volonté, qui est une pensée immatérielle, peut-elle faire bouger mon bras, qui est un objet matériel? Et inversement, comment une blessure sur mon corps peut-elle produire une sensation de douleur dans mon esprit? C'est le fameux problème de l'interaction. Descartes a bien senti la difficulté, c'est vrai. Il a proposé une solution avec la glande pinéale au centre du cerveau comme point de contact. Le dissident. Mais ça n'est pas une solution, ça. C'est juste nommer le lieu du mystère. Ça n'explique rien. Et pire, ça semble violer les lois fondamentales de la physique. Si l'esprit peut créer un mouvement à partir de rien, alors il crée de l'énergie. Et au-delà de cette incohérence logique, les sciences modernes, surtout les neurosciences, nous montrent chaque jour à quel point notre esprit est dépendant du cerveau. Une lésion, une maladie comme Alzheimer, une substance chimique, tout ce qui affecte le cerveau affecte directement ce qu'on appelle l'esprit. Comment une âme immatérielle et indépendante pourra-t-elle être si vulnérable à des événements purement physiques? L'évidence suggère que l'esprit n'est pas un pilote dans la machine, l'esprit est ce que la machine fait. D'accord, l'argument des neurosciences est puissant. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de confondre corrélation et causalité? Le fait que mon esprit et mon cerveau soient intimement liés ne prouve pas qu'ils sont une seule et même chose. Si je casse ma radio, la musique s'arrête. Mais la musique ne vient pas de la radio, elle vient des ondes qu'elle capte. L'argument de Descartes, lui, reste logique. Si je peux concevoir clairement mon esprit existant sans mon corps, c'est bien qu'ils ne sont pas identiques. La certitude est une propriété de ma pensée, ce n'est pas une propriété de mon corps. Deux choses qui n'ont pas les mêmes propriétés ne peuvent pas être la même chose. Le dissident. Attendez, est-ce que ce raisonnement tient vraiment la route? C'est un glissement de ce que je sais vers ce qui est, du plan de la connaissance au plan de l'être, de l'ontologie. Prenons une analogie célèbre. Pendant des siècles, les gens pouvaient douter que l'étoile du matin soit la même chose que l'étoile du soir. L'une était certaine pour eux le matin, l'autre le soir. Est-ce que ça prouve qu'il s'agissait de deux astres différents? Ben non. On sait aujourd'hui que c'est la même planète, Vénus. Mon état de doute ou de certitude, ça ne change rien à la réalité de la chose. Je vois l'analogie. Mais pour Descartes, ce n'est pas une simple question de connaissance externe. Le cogito, c'est une intuition directe.
Ce n'est pas « je conclus que j'existe », c'est « je saisis mon existence dans l'acte même de penser ». Cette certitude est d'une nature différente. Mais qu'est-ce que ce je qui est saisi? C'est là que d'autres grands philosophes ont critiqué Descartes. Kant, par exemple, dirait que le je pense n'est pas une chose, une substance. C'est plutôt le fil qui relie toutes nos perceptions pour en faire une expérience cohérente. C'est une fonction de l'esprit, pas l'esprit lui-même. Et David Hume, avant lui, nous mettait au défi. Regardez en vous-même, allez-y, essayez. Vous ne trouverez jamais un moi stable et permanent. Vous ne trouverez qu'un flux incessant de pensées, de désirs, de sensations. Le saut que fait Descartes de « il y a de la pensée » à « il existe une substance qui pense », eh bien, il n'est pas justifié. Bon, admettons que cet argument soit discutable. Descartes en a un autre, peut-être plus simple et plus puissant encore, celui de la divisibilité. C'est très intuitif. Le corps, comme toute matière, est divisible. On peut le couper en morceaux, lui enlever un bras, un organe. Mais l'esprit et la conscience, j'ai l'intuition profonde que ma conscience est un tout. On ne peut pas avoir la moitié d'une pensée ou un tiers de volonté. Cette indivisibilité que nous ressentons tous, c'est une preuve très forte que l'esprit n'est pas matériel. Une chose divisible ne peut pas être identique à une chose indivisible. Le dissident. Cette intuition est forte, je vous l'accorde. Mais est-ce une preuve ou juste une impression que notre cerveau, qui est une formidable machine à unifier, nous donne? La neuropsychologie moderne a des choses fascinantes à nous dire là-dessus. Vous avez entendu parler des patients au cerveau divisé, les split brain. Ce sont des personnes dont on a sectionné le corps calleux, le pont qui relie les deux hémisphères du cerveau, souvent pour traiter des épilepsies graves. Oui, bien sûr, ce sont des cas cliniques extrêmes. Extrêmes, mais qui nous apprennent énormément. Chez ces patients, on a parfois l'impression qu'il y a deux consciences qui cohabitent dans la même tête. La main gauche, contrôlée par l'hémisphère droit, peut vouloir prendre un objet pendant que la main droite fait autre chose. L'hémisphère gauche, qui gère le langage, peut ignorer complètement une information présentée uniquement à l'hémisphère droit. Cela suggère que notre précieuse unité de la conscience n'est pas une propriété magique d'une âme indivisible, mais une construction active du cerveau. Quand on coupe les ponts, eh bien, l'unité peut se briser. C'est un cas troublant, hein, c'est vrai, mais est-ce que ces cas pathologiques suffisent à invalider l'expérience fondamentale et universelle de l'unité de soi? On pourrait dire que c'est le fonctionnement normal du cerveau qui produit cette unité et que c'est cette unité que Descartes identifie comme l'esprit. Mais revenons à la portée de sa théorie. Même si elle a des failles, quel héritage? En séparant radicalement l'esprit et la matière, Descartes a d'une certaine manière libéré la science. Il a dit aux physiciens, aux biologistes: le corps, le monde matériel, c'est une grande machine. Allez-y, étudiez ses rouages, ses mécanismes, c'est votre domaine. Il a en quelque sorte donné le monde à la science, tout en préservant un espace pour la conscience, la liberté, la morale. Le dissident. Un héritage qui nous a peut-être enfermés dans une fausse vision des choses pendant des siècles. Une théorie qui crée un problème aussi fondamental que celui de l'interaction et qu'elle est incapable de résoudre, est-ce que c'est vraiment une bonne théorie? Le philosophe Gilbert Ryle a appelé ça avec une formule très juste le mythe du fantôme dans la machine. On a passé 300 ans à chercher comment un fantôme immatériel pouvait piloter une machine corporelle. Et si la question était mal posée? Depuis le début? Mais quelle était l'alternative à l'époque? Le dissident. Elle existait. Un penseur quasi contemporain de Descartes, Spinoza, a proposé une solution d'une élégance et d'une puissance folle. Il a tout simplement refusé le dualisme des substances. Pour Spinoza, il n'y a pas de monde, il n'en a qu'un. Une seule substance qu'il appelle Dieu ou la nature. Et cette substance unique a plusieurs facettes, plusieurs attributs. La pensée et la matière ne sont pas deux choses différentes, ce sont deux manières de décrire la même réalité. L'esprit et le corps sont les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire qu'un état de mon cerveau et une pensée ne sont pas dans une relation de cause à effet. Le dissident. Exactement. Ce sont la même chose, vue sous deux angles différents. Un processus neuronal complexe est une pensée, décrit dans le langage de la physique. La pensée est ce même processus, décrit dans le langage du mental. Et là, le problème de l'interaction disparaît complètement. Il n'y a rien à faire interagir. C'est une vision incroyablement moderne qui résonne beaucoup mieux avec ce que les neurosciences nous disent aujourd'hui. Le dualisme de Descartes a créé un problème, le monisme de Spinoza l'a résolu. En conclusion, je reste persuadée que le dualisme de Descartes, même avec ses difficultés bien réelles, demeure une étape philosophique essentielle.
En partant du doute pour faire de la conscience de soi le socle de la certitude, il a placé le sujet au centre du monde. Il a mis en lumière le caractère unique, privé, de notre expérience subjective, ce qu'on appelle aujourd'hui le problème difficile de la conscience. Les failles de sa théorie ne font peut-être que refléter la profondeur de ce mystère, un mystère que les approches purement matérialistes, à mon sens, peinent encore à totalement expliquer. Le dissident. Et pour ma part, je maintiens que le dualisme cartésien est une construction intellectuelle géniale, mais dépassée. L'épreuve de la dépendance de l'esprit au cerveau et l'impasse logique du problème de l'interaction nous obligent à aller voir ailleurs. Des modèles comme celui de Spinoza ou d'autres approches contemporaines nous offrent un cadre bien plus cohérent pour comprendre comment la conscience émerge de la complexité de la matière sans avoir besoin d'invoquer un fantôme insaisissable. Cette discussion montre bien une chose. Si la réponse de Descartes est aujourd'hui très contestée, la question qu'il a posée avec une clarté inégalée, quelle est la relation entre notre monde intérieur et le monde physique, eh bien elle reste l'un des plus grands défis pour la science et la philosophie. Le dissident. Absolument. L'héritage le plus durable de Descartes n'est peut-être pas sa solution, mais la force et la clarté du problème qu'il a légué à la pensée moderne. Le dialogue qu'il a ouvert il y a presque 4 siècles est encore loin, très très loin, d'être refermé.